Mais avant de se poser et de publier une offre, il y a tout un travail en amont à faire. Et quand on forme les avocats, c'est ce qu'on leur dit. D'abord, c'est de comprendre déjà qui on est en tant que cabinet d'avocats. Avant de parler de quelconque offre, qui on est, comment on le dit, c'est quoi notre proposition de valeur en tant que cabinet d'avocats. Le site internet, oui, je commence à avoir un aspect un peu critique là-dessus. Je pense que je suis biaisée aussi. Mais il y a un truc qui est très vrai, c'est qu'au-delà de servir potentiellement à vos clients, peut-être qu'il servira d'ailleurs pas à vos clients, il est la première impression qu'un candidat va avoir du cabinet. Les clients, je pense pas qu'ils vont voir les classements. Ouais, mais pour les clients, je ne pense pas. Pour les candidats, en revanche, c'est un passage obligé. Alors, soit parce qu'on a envie d'être dans les cabinets, dans les classements, soit parce qu'on ne sait pas chercher autrement. Salut Eva. Salut Louis. Putain, c'est très dur ce qu'on est en train de faire parce qu'on partage nos bureaux et on se voit toute la journée. Il suffit que je retourne la tête pour te voir. Et c'était important de t'avoir ici parce que si vous cherchez à vous faire recruter ou si vous cherchez à recruter dans un cadre de votre profession d'avocat, eh bien vous êtes tombé au bon endroit pour comprendre un peu les mécanismes. Eva, c'est la fondatrice de Neria qui accompagne les cabinets d'avocats dans la recherche de collaboration ou dans la recherche de collaborateurs. Et l'idée de ce podcast, c'est de déjà te présenter et qu'on comprenne concrètement ce que tu fais pour toutes ces personnes-là, mais surtout qu'on fasse une vraie masterclass en matière de recrutement, comment recruter, comment se faire recruter. Et alors, je pense qu'on va plus le voir d'un aspect plutôt recruteur parce que nous, l'idée, c'est quand même d'accompagner des cabs dans le développement et donc plutôt dans la phase de recrutement côté cabinet. Mais c'est intéressant pour ceux qui veulent se faire recruter parce que comprendre comment fonctionne le cabinet et comment il recrute, ça permet de savoir comment répondre à une offre de collaboration. 100% d'accord. Je te laisse te présenter et puis après, j'enchaîne, j'ai plein de questions. Eh ben, je suis ravie de faire ce podcast. C'est la première fois que je fais cet exercice-là de pas interroger, mais d'être interrogé. Donc, merci Louis. T'as dit pas mal de choses, mais oui, effectivement, Neria, on fait du recrutement à titre exclusif pour les cabinets d'avocats, avec un positionnement qui est un peu particulier. On le dit, c'est de se placer du côté de l'avocat qui est en recherche. C'est finalement de l'accompagner sur toute cette phase-là, comprendre ses critères pour le mettre en relation uniquement avec des cabinets qui sont adaptés. Mais en fait, un cabinet qui a bien compris notre offre, il comprend aussi que c'est dans son intérêt propre. Et tu disais quelque chose de très vrai, si le cabinet met ses critères bien en avant comme il faut, il va avoir beaucoup moins de mal à recruter, mais on va, j'imagine, en parler. Et de la même façon, si le candidat a compris les critères, a compris comment il devait, je dis toujours, séduire professionnellement le cabinet, il a tout compris aussi et ça va beaucoup plus vite. Mais il y a du chemin à faire dans cette profession pour y arriver. Ouais, et puis ça se voit parce qu'ils galèrent à recruter et pareil, les collaborateurs galèrent à trouver une collaboration. Donc, moi, pour un peu structurer ce podcast, parce que j'aurais pu te poser des milliers de questions et on peut partir vite en vrille. Donc, l'idée, c'est quand même d'être assez percutant sur ce qu'on raconte. C'était de partir déjà de la problématique numéro 1, qui est l'offre, construction de son offre, et donc comprendre le besoin en amont de recrutement. Comment pour toi, un cabinet aujourd'hui qui cherche à recruter doit construire son offre de collaboration et là, il y a 1000 trucs à dire pour le coup. Il y a 1000 choses à dire et la première chose à dire, c'est que souvent les cabinets prennent le sujet dans le sens inverse. En fait, ils publient une offre en disant en fait j'ai besoin d'un avocat de 5 ans d'expérience en droit social. C'est un peu ce qu'ils projettent et ils se disent ouais, je veux quelqu'un qui a fait un DGCE, qui est passé dans tel et tel cabinet, avant de comprendre concrètement c'est quoi leurs besoins en interne. Et ils retournent la problématique et ils se font une image d'un avocat mouton à 5 pattes, on parle toujours de ça, avant même de prendre à la racine le sujet. En fait, le sujet, c'est on a pas mal de clients, on est un peu en surmenage. Maintenant, il faut vite faire la bascule d'investir sur un nouveau collaborateur. Mais avant de se poser et de publier une offre, il y a tout un travail en amont à faire. Et quand on forme les avocats, c'est ce qu'on leur dit. D'abord, c'est de comprendre déjà qui on est en tant que cabinet d'avocats. Avant de parler de quelconque offre, qui on est, comment on le dit, c'est quoi notre proposition de valeur en tant que cabinet d'avocats, on le note. Par la suite, en fait, de quoi le cabinet a besoin, mais concrètement les missions. Et donc c'est de là que va découler un peu le portrait robot ou les portraits robots d'un avocat concrètement dont on a besoin. Et c'est pas juste la projection
de ah bah ça serait génial d'avoir ce profil-là. En fait, en faisant ce travail en sens inverse, les cabinets se restreignent énormément sur le type de profil qu'ils pourraient avoir et qui pourrait être pertinent. Et après, ils sont bloqués, ils trouvent personne, alors même qu'il y a plein d'avocats sur le marché. Donc pour moi, l'étape numéro 1, c'est de comprendre qui on est, de comprendre notre proposition de valeur, de voir le besoin. Mais ça, c'est avant de construire l'offre. Et après, et seulement après, on construit son offre. Et là, sur la construction de l'offre, je pense que tu le vois autant que moi, sur le côté rendre attractive et jolie son offre, comme on voit dans des entreprises ou comme on voit... Et puis on le vit parce qu'on cherche à recruter aussi et on galère tout autant. Alors même que toi, c'est ton truc et moi, je traîne avec toi tout le temps et c'est pas facile de recruter. Mais on voit quand même qu'il y a un gros effort dans la forme et dans le fond. En fait, moi, déjà, j'ai l'impression que les gens ne font pas, c'est... qu'est-ce que moi j'aurais voulu voir comme offre? Et en fait, déjà, si vous partez de là, vous partez, je pense, mieux que en fait, se mettre à la place du candidat plutôt qu'aller dire moi je veux ça. Alors qu'en fait, déjà, si vous rendez les choses un petit peu sympas, présentez votre cabinet, difficile en plus de proposer, de faire une proposition de valeur claire, etc. Déjà en termes de développement commercial, mais si en plus vous l'avez déjà dans le développement commercial, peut-être créer quelque chose de sympa dans le recrutement, parce que c'est un peu la même chose. Aller chercher des clients, aller chercher des candidats, c'est un peu équivalent. Et déjà dans le fond, enfin toi tu le vois, Village de la Justice, des gros pavés, pas de structuration dans l'offre. Pas de pavé du tout. Ouais, ou pas de pavé. Et alors comment toi tu construirais une offre claire pour augmenter, faciliter, je sais que tu as des histoires à raconter là-dessus, le nombre de candidats. Ouais, déjà, t'as raison, tu cites Village de la Justice, c'est pas les seuls, c'est pas de leur faute, et le marché est comme ça, et c'est juste il y a rien de joli et d'attrayant sur les offres en tant que telles, mais donc c'est rassurant. Ça veut dire que pour faire la différence, un cabinet d'avocats, il a pas un très gros effort à faire et à fournir. Je donne un exemple que j'ai vu la semaine dernière, sur Village de la Justice, je ne savais pas, on peut mettre des photos. Et j'ai vu ça pour la première fois la semaine dernière. Ça fait 2 ans que je travaille dans le recrutement, donc que je regarde les offres toutes les semaines. Et avant ça, j'ai fait 5 ou 6 années de droit et à chercher des stages aussi. Et j'avais jamais vu ça. Et en fait, c'est resté dans mon esprit. Donc encore une fois, parfois, c'est juste des petites choses qui vont faire la différence. Après, sur les offres qui existent, en fait, il n'y a pas de détails. On me dit, je veux un avocat, je prends toujours le même exemple, de 5 ans d'expérience en droit social. Ok, mais encore. Juste, encore une fois, on présente le contexte, qui on est, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à la personne qui vient. En fait, c'est comme ça, on donne envie. L'avocat, en entretien, je leur dis toujours, vous êtes là pour séduire le cabinet, mais le cabinet, là, il est là aussi pour vous séduire. Et donc, c'est présenter tout ça. Et une fois qu'on a présenté l'équipe, également la façon de fonctionner du cabinet, etc., on rentre dans le détail de qui on recherche, mais pas juste la matière. Le comportement, qu'est-ce qu'il va faire concrètement dans le cabinet? C'est quoi les perspectives d'évolution? C'est quoi la rétrocession? Gagner du temps, dites au moins des ordres de grandeur. Ça sert à rien d'attirer des 20 candidats, mais qui ont une rétrocession à 20 000 € au-dessus de votre capacité de paiement, quoi. Ouais, une fourchette, bien structurer les choses. Donc ça déjà, même sur juste Village de la Justice ou d'autres sites, c'est largement faisable. Après, sur une offre à diffuser sur plein d'autres plateformes, en fait, juste rendre, même sur un Word, on n'a pas besoin d'aller chercher des choses hyper compliquées, mais juste un peu des polices un peu plus grosses, des couleurs, des phrases un peu sympas. Ça peut paraître hyper bête, c'est pas grand-chose, mais il n'y a pas de cabinet d'avocats qui font ça, ou ils sont très rares, je mens un peu en disant ça. Mais les seuls que j'ai en tête, je les garde parce qu'en fait, il y en a tellement peu que ça fait la différence. Mais ça, encore une fois, c'est dans un deuxième temps pour moi. Le vrai point, c'est de donner du contenu, quoi. Enfin, qu'est-ce que va faire la personne? Comment elle va venir? Pourquoi elle va venir? Comment elle va rester dans le cabinet? C'est quoi les perspectives? Tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et notamment, j'entends tous les associés me dire, en fait, il n'y a pas de candidat. C'est pas vrai. On en a plein, tous les jours. Tout le monde n'a pas déserté la profession, pas encore. Il faut juste leur donner envie de venir. C'est vrai, il y a une chose qui est vraie, c'est que les avocats aujourd'hui, alors la génération Z ou même celle d'avant, sont plus prêts à accepter une offre juste pour accepter une offre. Ils préfèrent ne pas avoir un cabinet et attendre 1 mois ou 2 de plus, plutôt que d'accepter quelque chose qui est hors de leur valeur et de leur volonté. Donc c'est plus compliqué de les attirer. Ouais, et c'est bien parce que tu vois, tu disais, tu as donné plein de points sur la structuration un peu de l'offre.
Et finalement, ne serait-ce que si c'est structuré, si c'est un peu contextualisé, sachant qu'en fait, la plupart des paragraphes, ils vont être utilisés plein de fois pour chacune des offres. Donc, une fois que le travail est fait une fois, déjà, vous avez pu le refaire. Présentation de cabinet, etc. Sans en mettre peut-être des tonnes, parce qu'il ne faut pas non plus perdre les gens. Et plus moins vous êtes connu, plus moins les gens vont prendre le temps, je pense, d'aller lire l'offre de collaboration. Mais c'est intéressant. Et tu vois, pour la petite histoire, nous, on recrutait dernièrement des stagiaires pour du marketing. Et au lieu de aller faire l'offre basique, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un carrousel LinkedIn. Vous adorez les carousels LinkedIn, donc c'est parfait. Et sur chaque page, alors déjà, j'ai raconté une histoire dans le post en disant, voilà, les anciens a appris plein de choses, etc. Mais ça, vous pouvez très bien le faire parce que vous avez 1000 fois plus de choses à raconter que moi. Et derrière, chaque slide, une info avec plein de petits éléments et du contexte, le salaire, les machins. Et on n'a jamais eu autant, tu vois, de personnes qui venaient. Alors, on avait un peu de tout. Des personnes qui n'étaient pas forcément adaptées à l'offre, mais on a eu plein de candidats et on a rencontré plein de gens et facilité alors qu'on a payé 0, on a juste posté un truc sur LinkedIn. Et vu le prix d'un mauvais recrutement et ce que ça peut coûter pour le CAB, prendre ce temps-là, c'est quand même pas mal. Toi, je sais même pas, sur Village, on peut structurer un peu le contenu et tout. Pardon, on peut un petit peu. On peut un peu structurer. Alors c'est pas du legal design ou ce genre de choses, mais oui, carrément, on peut structurer. On peut mettre un peu des polices différentes. Là, je viens d'apprendre qu'on peut mettre une photo. Bon, c'est le contenu qui compte aussi là-dessus, donc c'est juste de prendre ce temps. Et c'est pas une perte de temps, pour moi c'est un investissement. Il vaut mieux prendre un peu plus de temps pour recruter et attendre. Et on dit toujours, je le répète tout le temps dans toutes mes vidéos, quand il y a un doute, il y a pas de doute, si c'est pas la bonne personne, on la prend pas. Mais il vaut mieux prendre le temps de structurer et de détailler ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, quitte à avoir moins de candidatures. Ouais. Que d'avoir 15, 20, 30, 40 personnes qui candidatent, mais il y en a aucune qui sont qualifiées. Enfin, franchement, vaut mieux éplucher 3 CV, mais bons CV, que 15 CV et qui sont pas du tout adaptés. Et de la même façon, je rajouterais peut-être même une chose sur l'offre, c'est marquer votre processus et en fait créer un processus de recrutement. Ne perdez pas du temps à faire venir des gens pendant 1 heure, 2 heures à votre cabinet si dès le départ vous auriez pu disqualifier sa candidature avec un appel de 20 minutes. Pareil. C'est quoi du coup un bon processus? Un bon processus. Alors moi je conseille régulièrement de faire un premier appel de ce qu'on appelle screening, donc 15-20 minutes juste pour voir s'il a bien compris l'offre, si c'est adapté, si les dates concordent, enfin des choses qui sont faciles un peu technique quoi. Ouais, c'est ça. La deuxième chose, c'est de faire un entretien. Pour le coup, moi j'aime bien le présentiel, donc en présentiel, un peu plus classique, sur le CV, rencontrer potentiellement un associé ou 2, ou peut-être même un collaborateur au même moment, etc. Pour vraiment voir si ça peut matcher. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien. Je sais que ça fait un peu débat, que ça dépend des cabinets, que ça peut agacer, mais c'est le cas pratique. Il peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être en présentiel à distance, ça peut être quelque chose préparé sur le moment ou prendre une semaine par exemple chez soi. Mais ça permet, en fait, plus que le fond du droit, ça permet de voir les compétences au-delà du technique, de réflexion et comment, une fois qu'ils vous présentent le cas, s'il y a des choses qui vont pas, comment vous allez travailler ensemble. Parce qu'en fait, vous allez passer votre vie avec l'avocat, collaborateur, à travailler avec. Et ce qui est important, c'est de voir comment il accepte ou non la critique. Et tu as des exemples un peu de cas pratiques, des trucs comme ça qui ont été faits? Je sais qu'il y a... Bien, quoi. Ouais, souvent, il y a des questions techniques un peu du tac au tac, ou alors on va demander à rédiger... ça peut faire peur. Je sais pas si je suis hyper fan de ça, mais parce que je me mets à la place du candidat. Ouais, mais en fait, ça dépend qu'est-ce que tu veux aller tester. Est-ce que tu veux tester vraiment ses compétences sur quelque chose d'hyper précis parce que votre travail il est hyper précis sur un sujet, auquel cas fais des questions disqualifiantes. Est-ce que tu veux tester sa capacité de rédaction? Dans ces cas-là, envoie-lui un faux acte à écrire ou demande-lui des rédactions qu'il a fait dans son précédent cabinet qu'il aurait anonymisé. Est-ce que tu veux voir un vrai cas que tu as en ce moment dans le cabinet, comment il réfléchirait dessus? C'est juste qu'il faut se poser la question de quel est l'intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt au cas pratique, ne t'embête pas à lui faire un cas pratique, tu vois. Voilà, c'est... Surtout si tu lis pas derrière et tout. Ouais. Ok, ça c'est cool. Et moi je suis très cas pratique aussi, mais tu vois, je trouvais que... oui, t'as raison, tu t'adaptes à ton... Attends, on m'appelle, je bloque. Tu t'adaptes à ton interlocuteur et en fonction de ton besoin, c'est logique d'aller proposer. Moi, je pense que les questions techniques,
finalement, avec les recherches aujourd'hui, bon, à moins effectivement d'être dans un secteur hyper particulier. Je suis pas non plus convaincue. On va parler de site web parce que c'est notre délire. Toi qui passes ton temps à chercher des offres de collaboration, qu'est-ce que tu penses? Je sais que tu passes ta vie sur des sites internet. Et Eva nous envoie aux sites internet quand ils sont horribles et Quand derrière ils sont beaux aussi. et quand ils sont beaux aussi. Et on commence à, il y en a moins et du coup on commence à les connaître. Et qu'est-ce que tu préconises toi? Est-ce que tu préconises de mettre est-ce que tu sais si parce que toi tu vas y aller pour aller chercher un besoin d'un cabinet. Mais est-ce que tu sais si les candidats ils vont sur le site web regarder s'il y a des offres et s'ils peuvent recruter, s'ils cherchent à rentrer? C'est beaucoup de monde le fait ou... Alors, le site internet, oui, je commence à avoir un aspect un peu critique là-dessus. Je pense que je suis biaisée aussi. Mais il y a un truc qui est très vrai, c'est qu'au-delà de servir potentiellement à vos clients, peut-être qu'il servira d'ailleurs pas à vos clients, il est la première impression qu'un candidat va avoir du cabinet. C'est-à-dire que quand un avocat voit une offre ou il vous voit sur un classement ou ce genre de choses, il y a plusieurs choses automatiques qui vont se passer. La première, c'est qu'il va aller voir le site pour voir combien il y a de personnes, est-ce qu'il est actualisé, quels sont les dossiers traités, etc. Souvent, maintenant, il va aller sur les LinkedIn de chacun des associés ou des collaborateurs, potentiellement aller prendre contact aussi. Mais en fait, c'est hyper rassurant. C'est vraiment juste de la réassurance de voir le site internet. Il va pouvoir se préparer aussi pour l'entretien. Moi, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai des avocats qui voient des sites internet très beaux, très bien. En fait, c'est juste un prérequis. T'as le cas de figure de l'avocat qui voit un site vraiment pas beau, très vieillot. En fait, ça va l'inquiéter. Il va se dire, mais est-ce que moi, qui ai 25-30 ans, j'ai envie de me voir dans un cabinet hyper vieillissant? En tout cas, l'image qu'il renvoie, c'est ça. Donc, potentiellement, ça peut l'inquiéter. Et j'ai le troisième cas de figure. Il y en a de moins en moins, mais c'est les cabinets qui n'ont pas de site internet. Alors là, il y a deux réactions possibles. Un, c'est rédhibitoire. Attends, on est en 2024, il n'y a pas de site internet. Sur LinkedIn, ils sont pas actifs. C'est extrêmement déroutant. C'est de la curiosité, peut-être. Ouais, c'est de la curiosité, mais en fait, comment tu vas chercher de l'information aujourd'hui sur les cabinets? C'est en ligne, quoi. Enfin, 99% du temps, c'est en ligne. C'est sur des publications, ce genre de choses. La deuxième option, ça m'est déjà arrivé, j'ai un client qui a pas de site. C'est une volonté de leur part, ils l'ont annoncé. Et en fait, ça éveille un peu la curiosité des collaborateurs. Et ils se disent, en fait, ils n'ont pas besoin de ça pour être dans les classements. Potentiellement, ouais. C'est pas ce sujet. Potentiellement, leur clientèle, c'est une clientèle qui est un peu prisée, et il y a des conflits ou quoi, et donc voilà. Donc, mais c'est parce que c'est très assumé par ce cabinet en l'occurrence, mais j'en ai un en 2 ans. Donc, un site internet, c'est assez important pour moi, mais au-delà, enfin, presque même plus que pour aller chercher de la clientèle, c'est pour le recrutement. Ouais. C'est une vitrine, quoi. On n'a pas besoin d'un site. C'est ce que disait William de chez Orwell, il disait pour recruter, c'est super important. Pour présenter quand ils vont écrire des articles, que ce soit de mettre le nom des personnes, c'est important. Donc que ce soit pour recruter ou pour garder les gens, lui il considère que c'est important. Moi je pense que c'est primordial aussi, mais bon, forcément je suis trop subjectif pour en parler, mais je pense que c'est logique et aller mettre en avant et je pense que la vague, là il y a une vague de tous les gros cabs, ils refont leur site. Il y a des grosses refontes qui sont faites et là je sais qu'il y en a d'autres qui sont en cours actuellement par pas mal d'agences. Et c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont du mal à recruter et ils savent que ça vient de là aussi. Et donc, ça m'étonne pas que les candidats se disent chelou, quoi. Chelou, pas de site, ou chelou, site moche, quoi. Comment, peut-être, j'ai sûrement pas toutes les informations, on les a jamais toujours, mais comment tu cherches une information concrète sur un cabinet? Comment tu trouves un cabinet sans son site? Moi, je vois les classements, mais on voit toujours les mêmes cabinets. Il y en a plein, hein, mais on voit toujours les mêmes. Et après, puis les clients, ils vont pas voir les classements. Comment? Les clients, je pense pas qu'ils vont voir les classements. Ouais, mais pour les clients, je ne pense pas. Pour les candidats, en revanche, c'est un passage obligé. Alors, soit parce qu'on a envie d'être dans les cabinets, dans les classements, soit parce qu'on ne sait pas chercher autrement. Et c'est ce qu'on essaie de développer. Nous, on essaie de trouver et de développer un annuaire avec le maximum de cabinets, que ça soit le plus exhaustif possible. Parce qu'en fait, je cherche un cabinet en droit fiscal à Paris. À part les classements, je vais sur Google. J'ai fait l'exercice d'aller sur Google et de les chercher. Ouais. Impossible. C'est vrai, ça m'étonne pas. Et du coup, tu sais comment comment ils font les candidats 90% du temps? C'est village et recommandations. Ils prennent le légal en termes de recrutement, légal 500. Ils enchaînent les. Ouais.
Ils prennent tous les classements, décideurs, Légal 500 et j'en passe. Donc pour le coup, recruter grâce au classement, c'est bon plan. C'est le bon plan pour avoir une vitrine et pour être connu, au moins le nom soit connu. Ça veut pas dire que derrière ils vont aller postuler nécessairement, mais en tout cas ils étaient visibles grâce au classement. Après on va aller voir les sites internet ou les recherches Google aussi, les annonces sur Village de la Justice évidemment, ou sur des plateformes comme Low Profiler. Voilà, j'étais encore, enfin je sais pas, je crois qu'ils sont 20 000 abonnés encore maintenant sur LinkedIn ou quoi. Et après, c'est de la recommandation à fond. C'est des avocats, anciens stagiaires, anciens collaborateurs qui sont passés dans les structures. Et donc, en fait, c'est la meilleure publicité, c'est des avocats qui sont en interne ou qui y sont passés. C'est pas parce qu'on est parti d'un cabinet qu'on va aller faire de la mauvaise publicité. Donc, voilà. Mais par contre, si ça s'est mal passé, on va vous dire que ça se sait beaucoup. Et nous, on diffuse beaucoup aussi ces infos-là. Dans le positif comme dans le négatif, mais en tout cas, on essaie d'être un maximum transparent, quoi. Et oui, toi, parce que je sais qu'en plus, t'entends les collabs qui se barrent, mais alors, des fois, t'entends 2 histoires sur le même cabinet, donc des fois, ça veut rien dire aussi. On fait gaffe aux fausses rumeurs et ce genre de choses, mais c'est quand même pas rien. Et est-ce que tu sais si les candidats vont contacter les anciens ou des mecs actuels ou des anciens stagiaires sur LinkedIn? Est-ce qu'ils le font beaucoup? Je sais que ça se fait, mais je sais pas si tout le monde le fait, quoi. Alors, ça se fait de plus en plus, c'est beaucoup plus accessible et en fait, on a LinkedIn qui permet de le faire de manière hyper simple. Les avocats, c'est pas les premiers, ils sont toujours un peu réticents, ils ont toujours un peu peur que les choses se sachent, etc. Et donc, on n'ose pas toujours aller poser des questions sur LinkedIn, on a peur que l'associé soit au courant, mais en réalité, moi, je les pose de plus en plus. Enfin, voilà, poser des questions, au pire, on n'a pas de réponse. Le pire, c'est de se prendre un gros vu. Ouais. C'est pas très grave. Mais c'est de recouper les informations, en fait. Enfin, je veux dire, il y a rien de malsain à faire ça, il y a rien de négatif à... Donc, ça se fait de plus en plus. Il y a quelque chose qui se fait aussi quand on passe des entretiens, je disais les différentes étapes, c'est de faire passer aussi un entretien uniquement avec des collaborateurs. Ça permet un peu de détendre l'atmosphère, poser des questions qu'on n'oserait pas poser aussi aux associés, exactement. Ouais, c'est pas mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a encore un travail d'éducation à faire sur ce sujet. Ok. Et donc, produire des belles offres, détaillées, REM, à l'intérieur, vous donnez le maximum d'infos, essayez de bien la structurer. Ça, déjà, si vous faites ça, si vous avez un site internet avec vos offres à l'intérieur et un truc sympa qui donne envie, déjà, vous remplissez tout le côté un peu vitrine et récupération d'offres. Entretien, ça, c'est bon, on l'a vu. Onboarding, qu'est-ce que toi tu conseilles? Est-ce que tu as vu des gens partir au bout d'une semaine parce que onboarding tout pourri? Ah bah clairement. Et l'onboarding... L'enfer. Mais l'onboarding, il commence même avant d'arriver au cabinet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a signé dans le cabinet, parfois il se passe 3 mois ou 6 mois parce qu'il y a des préavis. Bah, il faut commencer à envoyer envoyer soit du contenu ou faire des événements avec la personne ou lui donner accès. Bah, on parle du site internet, peut-être lui donner accès à certains sujets qui sont sur le site, lui montrer qu'il y a des choses qui se passent, lui donner envie d'être là, en fait. Parce qu'il a passé des entretiens avec un cabinet, mais il en passe avec d'autres. Enfin, vous êtes clairement, les cabinets sont pas les seuls sur le marché. Donc, il faut pas les perdre au moment où l'effort a été fourni. Il n'y a rien qui le retient là-dessus, donc il faut mettre un petit peu d'émotion là-dedans, lui donner envie de rester, le faire. Et tu as un process un peu sympa qui permet de... parce qu'en fait, j'imagine que les gens le font plus dès lors qu'ils sont débordés, alors qu'en fait, ça, c'est des choses qui peuvent être en... Il y a eu une candidature, ok, bah, il va y avoir ça qui va se passer, ça qui va se passer, et quoi qu'il arrive, ça doit se passer. Et donc, tu es sûr comme ça que la personne arrive avec des connaissances et surtout l'envie de venir. Mais je pense que c'est quelque chose qui se prépare. Tu vois, on parlait de l'offre et je disais en amont, il faut parler de la proposition de valeur, enfin voilà, tout le schéma. Et le schéma, effectivement, il s'arrête pas aux entretiens, il va jusqu'à l'arrivée et voire 3 mois ou 6 mois après. Et ça permet de mettre des choses en place concrètes, c'est-à-dire des rencontres ou ce genre de choses. Mais aussi l'envoi, potentiellement, je parlais de contenu ou d'invitation. Et ça, tu peux l'automatiser ou te mettre des rappels.
que ça soit sur ton CRM ou sur ton site internet, ou je sais pas, enfin, il y a plein de façons de le faire. Mais pour enlever ça de ton cerveau, en fait, ça va toujours se passer de la même façon avec tous les avocats qui vont arriver dans ton cabinet. Donc, c'est te dire, OK, il a signé, je sais pas moi, 2 semaines après, tu l'invites à une conférence qui est donnée dans le cabinet. Donc, il va recevoir un mail automatiquement parce que... non, il est rentré dans la boucle des futurs collaborateurs et collaborateurs. Un mois avant d'arriver dans le cabinet, il va recevoir un mail pour être invité à un déj, par exemple. 2 semaines avant son arrivée, il va recevoir potentiellement une liste de premiers dossiers sur lesquels il va être investi. La veille de son arrivée, ça arrive jamais. Il reçoit l'organigramme du cabinet, l'heure à laquelle il arrive, ses identifiants. Mais en fait, ça paraît... Ce que tu fais le jour J après. Mais ouais. Pendant 2 heures le matin. Le jour où il arrive au cabinet, il y a déjà ses affaires qui sont sur le bureau, il y a des goodies. Ça paraît bête, mais il y a déjà un emploi du temps pour les premiers jours où il va rencontrer tous les avocats. Il est un peu tenu par la main. Et ça continue, mais encore une fois, c'est extrêmement rare parce qu'en fait, ça prend du temps si on le fait à chaque fois pour chaque collaborateur. Mais bon, recruter quelqu'un prend du temps et qui se barre au bout d'1 mois, ça prend du temps, mais ça prend surtout énormément d'argent, quoi. Je sais plus quel chiffre on avait trouvé un jour. Et je me souviens même plus où c'était. Ouais, mais en fait, on avait 40 ou 50 000 euros de perdus. Mais en fait, il y en a qui disent c'est 100 000 balles, des fois il y en a qui disent... ça dépend de toute façon, sachant que les salaires ils sont hauts là. Ouais. Alors, en l'occurrence, ça peut monter beaucoup plus. Et ok, on a vu un peu tout le process. C'est que maintenant, on va pouvoir voir un peu le côté candidat, on en profite. T'en vois plein qui... Alors, les CV, j'en ai vu du coup, certains, désolé, mais il y a un vrai travail à faire là-dessus. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, pour assurer une bonne réception de CV? Comment faire pour candidater de manière hyper efficace et direct sortir du lot? Outre les belles écoles et les... Ouais. Ça, on n'y peut pas faire grand-chose. C'est ça. Nous, à notre niveau, on peut pas y faire grand-chose. La première chose, c'est d'avoir un CV clair, épuré. On postule pas pour des postes de marketing ou quoi. Donc, il n'y a pas besoin de mettre des choses incroyables en termes de pas de fioriture, quoi. Ouais. Mais pas de faute d'orthographe. On met toutes les infos. C'est simple, c'est clair, c'est concis. Enfin, voilà, on est épuré sur son CV déjà. Vous avez un modèle? Vous avez fait des modèles? On a plusieurs modèles, donc en fait on les transmet avec grand plaisir. Ouais, on va les transmettre avec grand plaisir, mais en fait juste quelque chose de simple. On veut aller droit au but, on veut pas perdre le recruteur. On l'envoie sur, alors si le site internet a une case pour déposer ses CV, c'est très bien. C'est pas toujours le cas, c'est même très rare. Une fois qu'il est envoyé, n'hésitez pas à relancer. Les avocats, ils ont 12 métiers en un. Ils sont avocats producteurs, ils sont commerciaux, ils sont recruteurs. Managers, etc. Donc, parfois, ça passe entre les mailles du filet. Donc, pas de réponse n'est pas égal à on ne veut pas, pardon. Mais c'est plutôt le mail est peut-être passé entre les mailles du filet. Donc, on relance, on n'hésite pas à relancer. Là-dessus, ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Ouais. Faites-vous un Excel, j'ai fait moi je faisais ça et ça marchait plutôt bien. Je mettais toutes les boîtes et après je me mettais petite relance dans un mois, je retournais sur mon Excel et je relançais tout le monde. Et après pour tout ce qui est lettre de motivation, etc., vaste sujet. De la même façon, on est épuré. C'est un peu comme les sites internet, on veut pas avoir... Ils demandent les lettres de motivation, les cabinets? C'est rare. Ouais. Je suis pas persuadée que ça soit toujours très utile. C'est pas mal en vrai de la rajouter. Je pense qu'elle est pas mal quand elle sort du lot et on raconte autre chose que ce qu'il y a sur le CV. Si c'est pour rappeler ce qu'il y a sur le CV, que c'est des lettres de motivation qui sont les mêmes pour tous les cabinets, oubliez. On les lit pas. Enfin, franchement. Ouais, c'est clair. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui est vraiment différenciant, vous avez vu un truc hyper particulier dans le cabinet, où il y a un truc un peu atypique sur votre CV et qui mérite plus que 3 lignes justement épurées sur le CV, dans la lettre, faites-le. Mais soyez impactant dès la phrase numéro 1, quoi. Moi, j'ai complètement changé ma vision de ça. Avant, je trouvais que c'était nul, les lettres de motivation. Mais depuis que, du coup, je recrute et que je me dis, mais aujourd'hui, je comprends en fait ce que les recrutements, enfin, du moins, les fondateurs de boîtes ou les, je pense, associés de cabinets, ça doit être la même chose. Mais c'est qu'on nous explique ce qu'on va apporter. Mais pas ce que, enfin, je vois toujours les gens, vous allez m'apporter ça, mais moi, je n'ai rien à faire. Ouais. Moi, je veux que tu m'apportes à moi des choses. Donc, il faut falloir que tu expliques. Et en fait, souvent, ils ont fait plein de stages, ils ont fait de l'associatif, etc. Tu corrèles ça à dire, et je vais être hyper efficace, je vais pas avoir peur de bosser jusqu'à ça, je vais pas faire ci, ça. Déjà, tu sors du lot, je trouve. En fait, l'objectif, c'est de devenir essentiel pour le cabinet.
pour pouvoir devenir essentiel pour le cabinet, l'étape numéro 1, c'est de comprendre ce que le cabinet veut. Exactement, c'est de comprendre ce qu'il veut. Mais on revient au début de notre échange, pour comprendre ce qu'il veut, il faut qu'il l'ait clairement défini. Enfin, les collaborateurs sont pas devins. Donc, une fois qu'on a une offre hyper pertinente d'un cabinet d'avocats qui nous dit les missions et quel est l'objectif, toi, quand tu arrives avec tes candidats, il faut que tu lui montres pourquoi toi, tu corresponds à 100% à l'offre, et après tu lui dis en quoi le cabinet va t'apporter des choses, parce que c'est un échange mutuel. Mais c'est de lui montrer, et c'est vrai sur le CV, mais c'est surtout vrai pendant l'entretien, c'est de montrer en quoi 100% des missions vont coller à ton profil, ou alors on n'est pas 100% aligné, mais en quoi tu vas pouvoir y arriver grâce à tes expériences passées. Et c'est toujours de corréler une expérience avec une compétence, et en quoi ça va t'amener sur le poste à être hyper efficace. Pourquoi moi, du coup, ça, donc pourquoi moi? Exactement. Et je pense que à arrêter de faire des lettres de motivation qui doivent à tout prix remplir toute la page, genre faire des trucs hyper sharp, ça doit être beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, alors j'ai eu l'idée comme ça parce que je sais pas s'ils le font, mais tu vois, moi, à la place, aujourd'hui, je me dis, je candidate, je pense que je mets mon CV dans le même doc, ma lettre de motivation dans le même doc que mon CV, ou limite, je mets ma lettre de motif puis mon CV en dessous, tu vois, à scroller. Alors, non, peut-être pas. Non, mais peut-être mon vrai, CV et ma lettre de motivation dans le même raison. doc. Comme ça, les gars, il a pas à fermer. Parce qu'en fait, moi, je sais que je l'ouvrirai pas. Alors que s'il est déjà ouvert, je dirais, c'est marrant, c'est écrit en dessous. Et mettre des éléments en gras, tu sais, créer un vrai niveau de lecture sur qu'est-ce que je veux que le gars lise. Je fais ça, mon truc associatif, pourquoi moi? Tu vois, en fait, il faut se mettre à la place du recruteur, ouvrir un CV, moi je le vois, mais ouvrir le CV d'un quelqu'un qui candidate, c'est un mail parmi les 200 mails qu'il va traiter dans la journée. Donc il faut lui faciliter la vie. Exactement. Et il faut que dès le départ, ça soit hyper impactant et que ça reste un peu dans sa tête, quoi. Et toi, tu conseilles de mettre des petits hobbies un peu fun, des trucs qui sortent du lot? J'avais eu un recruteur une fois au téléphone et je lui demandais un peu ce qu'il regardait sur le CV. Et il m'a dit, honnêtement, Eva, je reçois les hobbies. Toujours... il me disait, je reçois toujours les mêmes CV. Enfin, globalement, tout le monde a fait ses études de droit. C'était un super cabinet. Donc, tout le monde avait fait soit un double diplôme ou ce genre de choses. Il dit, du coup, je vais directement dans la partie activité extra-professionnelle, hobbies ou ce que tu veux. Et il me disait, en fait, je vais passer quand même 10 heures de ma journée avec la personne. Donc, autant voir s'il a un peu les mêmes appétences que moi. Donc, le mec qui fait de la voile alors que moi, j'adore la voile... Les films de Godard, c'est mort. Tu sais, tu mets des trucs... Mais non, mais je sais que je vais avoir un truc, un petit supplément à partager avec lui. Donc, mettez des vrais hobbies et mettez pas juste voyage, lecture. Mettez vraiment des trucs. Potentiellement, ça sera clivant. Mais la réalité, c'est ce que je dis aux collaborateurs. Si vous êtes 100% honnête sur qui vous êtes et que ça le fait pas, c'est plutôt bon signe. Vous auriez intégré un cabinet avec lequel ça serait pas passé au bout de 1 mois, 2 mois ou 6 mois. En revanche, si vous êtes fan, encore une fois, de voile et que l'associé l'est aussi, l'entretien, il va être génial. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, 100%. D'un peu de folklorique là-dessus, mais justement, tout en restant sérieux et mettant, et pour sortir un peu du lot. Et après, je sais même pas si ça sert d'en parler, mais j'ai l'impression que oui, parce qu'en fait, il y en a qui ne le font pas. Tenue, tout ça, en matière de présentation, qu'est-ce que tu préconises? En matière de physique, enfin... Bon, tu vas pas changer ta tête, mais je parle de... Non, mais ça aurait pu être une posture aussi, mais... en posture, peut-être plus. Ouais, alors déjà, en tenue, les avocats, il n'y a pas trop de débat. Les entretiens, tout le monde vient hyper bien sapé et c'est très bien. Et c'est pas trop un sujet là-dessus, je pense. La posture, c'est ce que je dis à chaque fois en entretien. En fait, tout se ressent, vraiment physiquement, être dans une bonne posture, sentir que tu as envie d'être là, avoir compris le cabinet, avoir fait des recherches avant. C'est en ça où les sites internet sont hyper importants. C'est d'avoir eu les infos, d'avoir pu les creuser. Pareil, un LinkedIn à jour d'un cabinet, d'avoir pu voir quelles étaient les dernières opérations, combien il y a d'avocats dans le cabinet, comment il a été créé, etc. Tout ça, ça te permet en entretien d'être dans l'entretien, vraiment physiquement là, de poser des questions aussi, d'être un peu dans une discussion et de voir l'entretien comme un échange. Et l'entretien, il est pour le collaborateur qui est là pour se vendre, mais il est aussi là pour l'associé qui a du mal parfois à recruter. Et donc la posture, mais vraiment en dedans, quoi. Proactif, quoi. Exactement, proactif dans l'entretien et bienveillant et souriant et pas stressé et ce genre de choses. Ouais, ça alors,
Ça, dans un sens, tu peux pas grand-chose. Mais Tu si peux te t'as préparer. si t'as préparé ton truc, t'es peut-être plus à l'aise. Si tu veux, c'est du stress positif quand t'es là, que t'as un peu, t'as envie d'y Mais aller. c'est rare de etc. voir des gens. Je pense que c'est dur parce que tu te dis, oh, je veux pas trop en faire. Mais quelqu'un qui arrive et qui te donne et qui montre qu'il a vu des trucs, qu'il a regardé et qui, et tu sais, il est excité limite à rejoindre le truc. Tu te dis, putain, lui, j'ai envie de l'avoir dans l'équipe parce Mais que évidemment. il va se donner à fond, tu vois. Mais bon, il peut pas les deviner, quoi, les infos. Il faut juste qu'on lui mette aussi à dispo. Mais et évidemment, quelqu'un qui a cherché, qui sait pourquoi il est là, qui connaît tous les éléments. Et encore une fois, ça revient à mettre un maximum d'éléments sur la fiche de poste. Et les associés gagnent aussi un temps considérable avec ça. Et c'est pas juste on fait du droit social côté employeur. Ouais, c'est clair. Bon, on a vu pas mal de trucs là déjà. On a vu un peu le côté, bien le côté employeur. Bon, je leur dis, belles offres, faites des belles offres. Je pense que, tu vois, on a fait une vidéo sur les carousels LinkedIn. Franchement, reprenez ça et vous faites un carrousel LinkedIn d'offres de recrutement avec plusieurs slides qui permettent de découvrir le truc, où vous vous concentrez d'abord sur la personne, puis ensuite sur qui vous êtes et ce que vous proposez. Et puis site web à jour, vous avez vos offres à l'intérieur. Je pense que c'est super agréable en plus pour les gens quand ils voient une offre directe, ça fait plaisir de voir que ça joue. Moi, je sais pas si tu as des retours sur les un peu intranet carrière. Non. J'ai pas de retour particulier. Je pense que il fonctionne et les gens Moi, j'ai l'impression que c'est postulent. insupportable parce que tu dois tout remettre et ça doit être une grosse friction en termes de candidats. C'est compliqué. Mais après, t'esquives peut-être les feignants. Bah oui, c'est aussi fait pour ça. C'est un peu, c'est pas que c'est compliqué, mais voilà, c'est une démarche en plus à faire. C'est pas toujours très beau sur les sites internet, etc. C'est principalement les très gros cabinets qui ont ça et donc qui le gèrent en interne avec des DRH. Je pense que je pense que ça a toujours vocation à exister. C'est un peu plus long entre guillemets. J'ajoute juste une chose pour les recruteurs du coup qui écoutent ce podcast, c'est sur vos offres, rajoutez aussi des éléments hors les matières et ce que vous recherchez sur le candidat sur le poste en tant que tel, sur des sujets administratifs type télétravail, rétrocession, flexibilité, rythme, objectif, etc. Pareil, ça vous fait éliminer les candidatures qui sont pas adaptées là-dessus, hyper important. Quitte à assumer de 0 TT, quitte à émettre des primes. Enfin, après les primes, c'est toujours, je pense que tu en parles toujours un peu à la fin, mais en réalité, mettre en avant les primes, y a plein de trucs aussi qui sont jamais mis et c'est vrai que ça peut être sympa. Bah, vous gagnez du temps, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, c'est clair. Puis c'est pas tabou de dire qu'on paye, je sais pas moi, en deuxième année à 70 ou 80 ou 90, enfin peu importe, mettez-le. Ouais, c'est clair. On connaît les grilles. Hein. Ouais, en plus aujourd'hui, c'est vachement. Enfin, moi je sais que j'ai pas mal de potes qui sont encore élèves avocats là et je vois, ils ont des groupes WhatsApp, ça tourne. Mais oui, mais nous on a fait, ça tourne sur les groupes WhatsApp, ça a toujours tourné et nous on a créé l'année dernière un simulateur de rétrocession et on a 3000 avocats qui l'ont déjà fait, donc honnêtement tout le monde connaît et c'est très bien. Enfin, ça sert les intérêts de tout le monde, quoi. Ouais. Trop cool. Je pense qu'on a fait le tour. Allez voir Eva, franchement, allez-y parce que déjà j'écoute pas les calls, c'est du privé, mais je sens qu'elles ce sont des pépites et elle est pas toute seule, c'est une vraie équipe. Ils vont vous prendre en main et vous aider sur ne serait-ce que vous coacher un peu. Enfin, t'es presque psy des fois, mais je pense que c'est un vrai accompagnement. Ça vous permet aussi si vous commencez et que vous avez un vrai... en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont peur de perdre leur potentiel, début de carrière, pas se louper parce que je pense que c'est stressant aussi. Et surtout quand on est avocat, on a fait 7 ans d'études, donc là, il est temps enfin que ce soit rentabilisé. Et franchement, elle va vous donner plein que vous ayez envie de vous bosser jusqu'à 2h du mat ou que vous ayez envie d'avoir une vie un peu plus calme et enfin de profiter un peu de votre rétro à Paris et kiffer un petit peu et pas finir trop tard et tout. Voilà, elle a plein d'offres hyper diversifiées. Vous allez être accompagné et vous allez avoir plein d'informations sur le marché et comment ça fonctionne. Et franchement, je pense que vous apprenez trop de trucs à plein de gens. Et les gens ont l'air toujours, dès que je rencontre des candidats qui sont passés par chez vous, ils sont trop contents. Et en règle générale, ils restent. Je crois que vous avez 100% pas eu de départ depuis. Alors écoute, ça fait bientôt 2 ans. donc ça aurait pu arriver de manière naturelle. Ça y est, on a dépassé les 2 ans. Pour l'instant, tout le monde est là. Ça a vocation à bouger, évidemment. Bah, c'est normal. C'est normal. Surtout là, maintenant, ça devrait être assez logique qu'il y en ait qui partent, en règle générale, aujourd'hui,
les gens restent 1 ou 2 ans dans les Ouais. boîtes, surtout les jeunes. Ouais. Donc, bravo. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu as un truc à rajouter? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Bah écoute, qu'on arrive à faire bouger un peu ce secteur-là, le rendre un peu moderne aussi sur le recrutement au maximum, que les associés prennent en considération aussi tous ces conseils, parce qu'en réalité, c'est principalement dans leur intérêt, et qu'on continue à aider. Enfin, ma plus grande fierté, c'est quand on reçoit des messages de remerciement, de savoir qu'on a pu aider les gens, que ce soit avec notre contenu à disposition ou parce qu'on les a aidés à changer de cabinet. Donc, juste continuer dans cette veine-là, quoi. Et mais ça, et allez voir le site de Naria, c'est nos clients en fait. Allez leur remplir le petit questionnaire et vous allez voir, c'est hyper quali et après vous n'avez plus qu'à vous laisser aller et continuer à chercher en parallèle parce que faut pas non plus tout faire aussi. Hein. En réalité, c'est une aide, mais voilà. Ok. Et merci Eva. Merci beaucoup, Louis.